Bonjour Armel, Bonjour Gaëlle. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce format. À vous les studios. On va plonger dans une aventure podcastique aujourd'hui. Euh, on est en direct depuis Annecy, moi toujours depuis ma Bretagne, depuis nos studios. Avant de plonger et avant d'aller dans les coulisses de votre podcast avec Ariane, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Armelle Solélac, j'ai 42 ans. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 25 ans. Après être sortie du droit chemin, puisque j'ai fait des études de droit, des affaires pour être précise, et j'ai fait un premier tour du monde des stations de ski. Donc j'en ai visité 280 dans 27 pays sur 5 continents. Et au retour, j'avais plus trop envie de faire de la fusion-acquisition d'entreprise et un Tu peu plus m'étonnes. envie d'aider les stations de montagne et les marques de sport outdoor à mieux se mettre en marché. Et j'ai créé Switch, qui est une société qui fait du conseil en stratégie marketing et stratégie RSE. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu Switch aux États-Unis, et puis une création de société de fonds d'investissement, et puis ensuite d'autres sociétés, voilà, qui gèrent du Votre patrimoine, aventure. de l'immobilier, d'autres aventures. Super, on comprend pourquoi tu es sorti du droit chemin. Euh, J'espère qu'on va comprendre aussi quel est ton quotidien aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que tu es au contact de toutes ces personnes incroyables et extraordinaires que la genèse du podcast Outdoor Minds est née. Hem, oui et non. En fait, je fais beaucoup de prospective dans le cadre de Switch, et j'ai eu à faire, une conférence, sur un événement qui s'appelle les Sommets du digital. Enfin, à l'époque, ça s'appelait les Sommets du digital, maintenant c'est les Sommets tout court. Tout court. Et je devais faire une présentation sur les 10 tendances, pour, le futur, en digital marketing. Et c'était en 2015, 2015-2016 à l'époque, et donc j'avais fait une prévision plus qu'une prédiction sur, la montée en puissance, des podcasts. Évidemment, à l'époque, tout le monde m'avait prise pour une folle, et puis, en réalité, bon, on voit que j'ai pas eu totalement tort. Et j'ai toujours, à l'époque, je trouvais ça sympa. Je me dis: «Bah, tiens, c'est vrai que ça, c'est un outil qui est intéressant». Et puis ça m'a trotté dans la tête, et j'ai eu envie d'en faire un, pendant très, très longtemps. Et puis un jour, à la faveur d'une discussion avec, Ariane Favier, avec qui je co-anime, le podcast, je lui parlais de frustration. Je lui dis qu'en ce moment, j'étais très frustrée, et puis elle me dit: «Ah bon? Mais qu'est-ce que tu voudrais faire?» Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure finalement. Est-ce que elle aussi, elle était frustrée et elle voulait aussi en lancer un? Non, pas du tout. Pas du En tout. fait, en fait, Ariane, c'est une makeuse, tu vois? C'est vraiment le genre Ouais. de personne, elle est pas trop dans la théorie, forte, elle fait. Et alors attention, c'est un gros, gros cerveau, mais elle fait. Et elle se contente pas d'avoir juste des idées, et finalement, elle a été un petit peu l'étincelle, parce que moi j'avais eu l'idée mais j'avais pas fait. Et puis tu sais bien que better done than perfect, et puis il y a un moment, bah il faut se lancer, quoi. Et finalement elle me dit: «Ah bon, mais c'est que ça ton problème?» Parce que je lui disais: «Bah oui, j'aimerais bien faire un podcast, mais j'ai peur de faire du montage, j'ai pas envie de me lancer là-dedans en plus de tout le reste». Et elle m'avait dit: «Ah bon, mais c'est juste ça ton problème, c'est le montage?» «Bah si c'est ça, je m'en occupe». Je dis: «Bah OK, bah dans ce cas on co-anime». Et elle me dit: «OK, très bien». Et grosso modo, un mois plus tard, moins que ça encore, le podcast enregistrait ses premiers abonnés, ses premières écoutes, et cetera. Donc il y a eu un temps d'incubation hyper long, mais un temps d'exécution hyper court grâce à Ariane. Et C'est souvent comme ça que ça peut bien marcher. Il faut arrêter de se poser tout des à fait. questions et y aller à fond. Absolument. Et donc c'est parti de cette peur-là, qui était de me lancer dans le montage. Et c'est, on travaille de manière très simple. Moi, je fais toute l'organisation logistique. C'est moi qui suis à l'origine des idées de saison, parce qu'on travaille en saison. Je m'occupe des invitations, trouver les invités et leur envoyer les invitations, évidemment.
gérer les dates et puis, une fois que c'est enregistré, je lui envoie les pistes audio et à partir de là, je ne touche plus à rien jusqu'à ce qu'elle ait fait le montage. Elle me renvoie les pistes et après je fais la mise en ligne, la rédaction des textes, les publications et cetera. Trop bien et du coup, quelle était la ligne éditoriale? Qu'est-ce qui a été, directement décidé, et qui n'a pas été, compromis, depuis, dans le format, dans le fond, la durée? Qu'est-ce qui a été choisi? Alors notre ligne éditoriale, c'était de mettre en lumière les leaders d'aujourd'hui et de demain, dans les secteurs du sport outdoor et du tourisme. On en est à notre 4e saison et ça n'a jamais bougé. Évidemment, tout le reste a bougé. Le format, s'est un peu allongé, on a fait des tests, hein, sur les durées, donc maintenant on est plutôt autour de 30 minutes. On a de temps en temps des épisodes spéciaux, qui peuvent faire 1 heure, mais ça nous est pas beaucoup arrivé et puis, avant, au tout début, j'ai envie de dire la première saison entière plus la moitié de la 2e saison, il y avait toujours un topo théorique et j'étais en charge de rédiger ce topo théorique qui était en lien avec, la grande question du jour et puis l'invité, c'était un témoin, qui venait, parler de la question du jour et puis, d'autres choses et on s'est rendu compte que, bah, d'abord, c'était énormément de travail pour moi de faire la préparation de ce topo théorique, et puis ensuite, on n'avait pas forcément de retour ni positif ni négatif. Donc on considérait que le travail de préparation que ça demandait versus la valeur ajoutée que ça apportait était pas forcément, pertinente et donc on a arrêté, de faire ces topos et on n'a fait plus que les questions-réponses, ce qui est beaucoup plus vivant et clairement plus agréable pour moi puisque c'est moi qui faisais ces topos. Et en termes, d'organisation, est-ce que, vous avez, la possibilité d'enregistrer en face à face ou c'est toujours à distance? Comment C'est ça toujours à distance, ouais, toujours à c'est distance, toujours, OK. toujours à distance. J'aurais aimé que ce soit, en face à face physique, et j'aurais d'autant plus aimé que, il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an, j'ai fait l'expérience de l'interview en physique pour un podcast et ça a juste rien à voir. Ça change Les tout. émotions passent pas de la même manière, l'atmosphère globale est très différente. La réalité, c'est que, bah, quand tu commences en période covid, tu fais avec les moyens du bord et les contraintes, du moment et puis, aussi parce qu'en fait, on interviewe majoritairement des chefs d'entreprise ou, des élus ou, des dirigeants, d'institutions. On a aussi, des athlètes qui sont tous médaillés olympiques et certains champions olympiques. Donc c'est des gens qui sont beaucoup, beaucoup en situation de mobilité, qui sont très durs à avoir. Ça fait partie des grandes galères d'ailleurs, qu'on peut avoir au quotidien dans la gestion de ce podcast et du coup, on les attrape comme on peut et finalement l'enregistrement à distance, rend la chose plus facile pour tout le monde. Et puis la co-animation fait aussi que, pour chaque épisode, en fait, il y a au moins 3 personnes à faire bouger, et c'est très compliqué à coordonner alors que le faire à distance, on n'a au moins pas à gérer ce sujet du transport et du déplacement, de 3 personnes différentes, quoi. OK et du coup, heu, donc tu dis a avec 3 personnes, ça veut dire que Ariane, elle est aussi là en backup, au moment de l'enregistrement? Non, non, Ariane, elle Non? co-anime avec moi. Ça veut dire D'accord. que, ben, on pose les questions toutes les 2, on fait l'accueil toutes les 2, on est présentes, à partir du moment où ça enregistre jusqu'au moment où on récupère les pistes, audio, elle est là. Donc il faut que, techniquement, ben, elle soit aussi derrière Ouais, son oui. ordinateur, quoi. C'est sûr que là, à partir de ce moment-là, c'est plus compliqué et justement, donc est-ce que, même si ce sont des personnes, heu, vos invités qui sont, heu, par Mons et par Vaux, est-ce que vous avez des slots, précis dans votre semaine pour, à consacrer pendant, sur le podcast ou en fait c'est en soirée, ça déborde en week-end, ça déborde, un peu partout?
Alors pour ce qui est des enregistrements, en fait, je lui demande, pour la saison, je lui dis: «Ben voilà, on va avoir, tant d'invités, quand est-ce que tu peux te libérer?» Et donc en fait, on fait sur des demi-journées. Alors elle, elle aime bien les mercredis matins, par exemple, où il y a 2 saisons, c'était, que les lundis matins et donc on se bloque, 3 heures et je sais que quand j'organise ma logistique, ben j'ai des créneaux de 3 heures. Il faut que je fasse rentrer, autant d'invités que possible dans, ce cadre des 3 heures. Sachant que notre routine, c'est plutôt de se dire, quand on prend quelqu'un, même si l'enregistrement à proprement parler va durer 30-35 minutes, en fait, on va bloquer 1 heure. Donc sur Ah un oui. créneau de, 3 heures, on a un maximum de 3 invités. Et puis, alors c'est bien parce que c'est suffisamment pour qu'on soit, qu'on ait les langues bien déliées, que ce soit fluide et en même temps qu'on soit pas trop fatigué. Parce que finalement, l'enregistrement d'un podcast, il faut être très, très à l'écoute. Il y a pas que la technique, il y a aussi, la capacité à rebondir et comme on est 2 animatrices et bien du coup, il faut aussi qu'on s'articule entre nous et c'est important que ce soit fluide. Notre objectif, c'est de faire des enregistrements, en une prise, avec le moins de travail de coupe, possible pour qu'il y ait moins de travail pour Ariane. Donc il y a tout cette espèce de pas de alors pas de 2, mais un pas de 3, on va dire, un trio pardon, pour faire en sorte que ce soit fluide. Donc au bout de 3, on commence à être un peu fatigué et les quelques fois où on a fait plus, on s'était dit: «Ben, on va s'arrêter à 3». Donc en termes d'organisation, c'est des slots, de 3 heures et puis, c'est par saison, donc on essaye, par exemple, l'été, d'en passer le plus possible parce que c'est aussi plus facile d'avoir les gens, qui sont moins pris, par la frénésie, quotidienne du reste de l'année. On évite les périodes de vacances type, Toussaint, Noël, février, parce que c'est souvent des moments, clés où les gens, veulent pas être dérangés et puis, l'été, on arrive à jongler avec les vacances des uns et des autres et ça se passe assez bien et puis on en fait aussi pendant l'année, évidemment, on n'a pas le choix et là, c'est toujours en semaine à des heures de bureau et c'est à peu près les seuls moments où on arrive à attraper, les leaders, sauf pour les athlètes de haut niveau, parce que souvent, ils décident pas de leurs horaires d'entraînement. Ils ont une équipe avec eux, des professionnels, sur lesquels c'est pas eux qui ont la main. Quand on s'adresse à des chefs d'entreprise, c'est différent parce que c'est eux qui décident, mais quand tu t'adresses à des athlètes, en fait, c'est leurs coachs qui vont décider pour eux ou leurs managers qui vont décider pour eux et donc là, c'est souvent le soir et c'est un peu plus compliqué parce que Ariane comme moi, on a des enfants en bas âge et il faut réussir à piloter, le calme, dans notre propre domicile pour pouvoir, libérer 1 heure de temps, en soirée. Je comprends tout à fait et justement, comment tu fais pour, trouver les contacts, envoyer des mails, envoyer des choses assez personnalisées pour que, ben, ils comprennent et ils répondent sans les relancer, 5 fois, et j'imagine être, envahissante. Comment quelle est la secret sauce? Alors, je sais pas si c'est la secret sauce, en tout cas, c'est la mienne. J'ai commencé la première saison exclusivement avec des gens que je connaissais. Donc c'était plus facile d'aller les appeler ou de leur mettre un petit, mail en leur disant: «Bah, voilà, je lance un podcast, est-ce que tu veux bien participer et le thème c'est ça» et voilà, donc tout le monde m'a dit oui sur la première saison. Sur la deuxième saison, aussi. Pourquoi? Parce que c'était, une saison consacrée aux femmes leaders et qu'en fait, elles étaient hyper touchées, de faire partie, quelque part d'avoir été identifiées d'abord comme des femmes leaders, ensuite, d'être, qu'on ait pensé à elles pour les inviter et puis ensuite, il y en a quelques-unes sur lesquelles on leur a demandé, «Bah, tiens, est-ce que tu aurais le contact d'un tel?» ou «Qui est-ce que tu aimerais, voir, dans le podcast ou entendre dans le podcast?» et quand c'était des personnes qu'on connaissait pas et bien, on leur demandait de nous mettre en relation. Donc les introductions, après les enregistrements, sont toujours très efficaces et évidemment, permettent de toucher des personnes avec qui on n'aurait pas forcément les contacts. Et puis à partir de la troisième saison, on a été, chercher, sur LinkedIn tout simplement, des personnes avec qui on n'avait pas forcément de contact.
Hem, Après il y a des athlètes, notamment sur des champions olympiques ou des très, très grands athlètes, qui ont, évidemment souvent, des attachés de presse, et ou des agents et ou, des, représentants, mi-coach, agent. Et par exemple, sur la troisième saison, il y a un athlète, avant de la voir, j'ai passé, 5 personnes à qui il a fallu que je réexplique. Alors à chaque fois, il a fallu que je leur envoie un mail, puis que je les relance, et ensuite que, finalement, je leur explique par téléphone ce que j'avais déjà écrit dans le mail, pour essayer de les convaincre. Et alors c'est un peu, je le raconte parce que c'est une anecdote rigolote. Donc ça a été très très compliqué d'avoir l'athlète. Je crois qu'il m'a fallu à peu près 3 mois et demi pour réussir à le toucher. Et le jour où on fait l'enregistrement, donc à l'époque on utilisait Zencastr, qui est une solution qui est pas toujours hyper stable et qui est uniquement disponible sur Google Chrome. Et il avait pas Google Chrome, il était au fin fond du Jura et il pensait qu'avec son téléphone il allait pouvoir se connecter facilement dans un lieu qui captait extrêmement mal, et alors que lui-même connaît très mal la techno ou maîtrise très mal les technos d'une manière générale. On a passé à peu près 1 heure et demie à essayer de régler des problèmes techniques. Finalement, on arrive à faire l'enregistrement pendant lequel on a eu 2 ou 3 coupures web parce que il bougeait et que son téléphone captait plus. Et finalement, quand on a pu télécharger les bandes, je pense que Ariane et moi, on était mais juste lessivés. Et assez vite, elle s'est mise au montage et elle m'a dit, Armelle, on n'entend pas ton son. On fera Et rien. il a fallu que je refasse, Ah OK. enfin, il aurait fallu que je Mmh. refasse la totalité de mes sonores. Et en fait, ça m'a dégoûtée. J'étais tellement écœurée, c'était tellement une sinécure que je me suis dit: «Bah, tant pis». En fait, ça en vaut pas le coup. Ça doit être l'univers qui m'envoie un signal que c'est pas une bonne idée. En plus, le contenu de ce qu'il nous avait dit était pas sensationnel. Alors c'est une grande personnalité, je donnerai pas son nom, mais franchement, le contenu de ce qu'il nous avait dit était, vraiment pas sensace, et je me suis dit: «Bah non, je le refais pas, tant pis. Il est perdu, quoi». Tant pis. Moi, je dis souvent quand, je n'arrive pas au bout de 2 contacts à avoir, la personne, je ne relance pas. Ça veut dire que c'est pas le moment, c'est pas moi qui dois l'interviewer ou quelque chose comme ça. Oui, alors ça m'est rarement arrivé de ne pas avoir de réponse. Ça m'est arrivé que 2 fois, et effectivement, j'insiste pas, c'est pas le moment. C'est pas et puis il y a tellement d'autres personnes, dans en tout cas dans nos lignes éditoriales que ça peut marcher. OK. Oui, après, je suis aussi chef d'entreprise, et surtout chef d'entreprise, et en fait, je sais ce que c'est que d'être, surbooké, et je n'accepte pas les comportements de stars. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, sous prétexte qu'on les sollicite, tout d'un coup, ils se mettent à se comporter d'une manière qui est pas acceptable. Et évidemment, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que c'est souvent des gens qui sont en fait moins occupés que moi, et qui sont, peut-être pas, l'esprit des gens que je veux accueillir, au sein du podcast. Et notamment, on a comme ça, quelqu'un à qui on a fixé 2 rendez-vous, et une fois, il a annulé, donc ce qui est compliqué pour nous en termes de logistique, mais bon, OK, ça peut arriver à tout le monde d'avoir une difficulté. Et la deuxième fois, on était, ready to record, et il était pas là, et je l'appelle, il me dit: «Ah bah j'ai zappé», et je me suis dit: «Bah lui, je l'inviterai plus jamais. C'est C'est fini, fini. et tant pis pour Ah lui». puis c'est du respect et c'est Ouais. de l'humain là après, hein, c'est autre chose. Donc pour moi, il y a pas de Mmh. superstar, quoi, et malheureusement, plus les gens sont connus, moins, il y a une sorte de propension à moins bien se comporter. Tout à fait d'accord. Après sur la partie du coup, communication et valorisation, de ce contenu, hem, est-ce que, donc tu partages, sur des réseaux? Est-ce que tu écris des articles? Est-ce que quel est un petit peu le temps, le temps que tu y accordes, justement dans cette partie de production? Est-ce que tu passes, 80 à enregistrer, à produire et 20 à communiquer ou l'inverse?
Alors nous, on passe 99 à produire et 1 à communiquer et en réalité, il faudrait qu'on fasse l'inverse. Ou en tout cas qu'il y ait une loi de Pareto sur un 80 de promotion et un 20 de production. Mais le podcast, c'est pas ce qui nous fait vivre et finalement, on veut pas y consacrer, plus de temps que ça, en tout cas sur la promo. Moyennant quoi, Ariane et moi, au départ, on publiait sur nos comptes Instagram, sur, LinkedIn évidemment et sur Facebook. Et puis on s'est rendu compte très rapidement et on s'en doutait évidemment que LinkedIn serait, le canal et est le canal, le plus efficace en termes de promotion et maintenant on fait plus que LinkedIn et ça va bien comme ça. On n'a pas d'ambition de, faire, des 200 ou 300 000 vues sur notre podcast, c'est pas du tout notre objectif. Du coup, c'est vrai qu'on travaille pas en faisant, une publication d'annonce avec un teaser, on fait même pas d'enregistrement vidéo d'ailleurs, pour permettre aussi des teasers, plus sexy. On fait pas de captation de, 10 secondes avec une punchline de folie. On fait pas non plus de posts, plusieurs fois dans les 15 jours qui suivent, pour, promouvoir, l'épisode. Ce qui serait des choses, idéales si on avait, un ingé son, un monteur, ou une monteuse ou une ingénieure son. On n'est pas du tout dans cette approche-là, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière professionnelle, on le fait de manière purement amateur et ça nous convient très bien comme ça. Quel est le Quelle est la plus belle chose, la plus belle, chose inattendue, que vous avez vécue grâce au podcast? Il y en a 2. La première, c'est, une chef d'entreprise qu'on essayait d'avoir et avec laquelle on avait du mal à caler l'agenda et elle avait un attaché presse entre les 2. Et c'est toujours compliqué quand il y a un tiers parce que, bah, d'abord ça rallonge les délais et puis il y a des histoires d'ego qui font que c'est pas pratique. Et comme, tu l'as dit, bah, au bout de 2 fois, moi je laisse tomber et comme je veux pas avoir des stars et que l'attaché presse commençait à la faire passer pour une star, eh bien, je lui ai dit: «Écoutez, on trouve pas de date, c'est pas grave, on abandonne le projet». Et en fait, il est revenu vers nous, pas très fier, assez rapidement en nous disant: «Non mais en fait, elle vous écoute, elle est très flattée que vous l'ayez invitée et elle veut absolument faire partie, de cette saison et donc s'il vous plaît, dites-nous quand est-ce on peut faire l'enregistrement et on se calera sur vos dates». Et là, comme Ça par change tout. miracle, comme par magie, dans l'heure qui suivait, on avait le rendez-vous. Une semaine après, on avait l'interview et 15 jours plus tard, l'interview était en ligne. Donc c'était assez flatteur pour nous et elle nous l'a dit ensuite, juste avant l'enregistrement en nous disant qu'elle nous écoutait beaucoup, qu'elle faisait beaucoup de voitures et que dans ce cadre-là, ça lui plaisait et nous, on pensait pas du tout qu'une femme de ce niveau-là, une chef d'entreprise d'un très grand groupe, dans le secteur de l'outdoor, écoute notre modeste podcast, c'était hyper touchant, quoi et en plus, son épisode était évidemment super, c'était une très belle expérience. Après, une autre situation, on fait l'interview, là encore d'une femme d'ailleurs, ça se passe super bien, c'est très intéressant et puis, 2 ou 3 mois se passent et elle revient vers nous en nous disant: «Vous savez, j'ai beaucoup aimé l'interview et en fait, j'ai envie qu'on travaille ensemble. Je sais pas ce qu'on va faire ensemble, mais on va travailler ensemble» et je trouvais ça hyper touchant, que uniquement par cette relation qui a duré, 35 minutes, hein, c'est le temps qu'il nous faut pour enregistrer et puis, régler les petits, sujets techniques, que ça lui donne envie de travailler avec nous et ça nous a beaucoup touchés avec Ariane et on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs ce qu'on allait faire ensemble, mais on y réfléchit et j'ai encore rendez-vous avec elle dans quelques semaines pour pouvoir en parler donc ça va se faire. Effectivement, c'est un moment tellement, une parenthèse, où on est coupé du monde, on est en mode avion, on est les yeux dans les yeux, on parle qu'avec notre voix et souvent, nos tripes, notre cœur. Donc il y a des connexions qui se font. La plupart, de nos invités, heu,
on gardait un souvenir gravé pour très très longtemps. Euh, et c'est un peu une sorte de psy, mais positif et gratuit. C'est vrai que ça coûte pas très cher quand on y pense. C'est gratuit. Nous, on fait des formats souvent très longs. Là, un peu moins sur À vous les studios, mais c'est quand même très très chouette de penser à tout ça. Euh, Super. Et dans vos business respectifs, est-ce que vous communiquez sur le fait que vous avez un podcast? Est-ce que il y a des choses qui se passent, non pas parce qu'il y a des invités qui font du business avec vous, mais est-ce que vous trouvez euh, une sorte de vous faites des ponts, des raccourcis et il y a des vases communicants qui se font? Alors je Bien répondrai sûr, pas pour Ariane parce que je sais pas trop, mais pour ma part, en fait, c'est quand même, régulièrement d'anciens clients à moi, que j'invite. Donc du coup, ça permet de maintenir le lien avec eux, mais c'est pas, pour l'instant en tout cas, ça a pas généré de business. Après la réalité, et en tout cas, d'expérience pour moi, quand j'ai des prises de parole publiques, que ce soit sous forme de conférences ou de tables rondes, en général, il y a un turnover de 3 ans. C'est-à-dire qu'entre la prise de parole et le moment où j'ai un retour, c'est-à-dire qu'on m'appelle ou on m'envoie un mail pour une mission, il va se passer 3 ans. Et le podcast est pas suffisamment vieux puisqu'il a commencé en 2021. Et même si on a, plus de, 40 épisodes, déjà en ligne, en fait, ça fait trop peu de temps, pour qu'il y ait du retour sur investissement et il faut bien comprendre que quand tu te lances dans une opération comme ça, si c'est pour, avoir un cheval de Troie et quelque part, chercher de nouveaux clients ou faire revenir des clients que tu as déjà eus, eh bien, en fait, il faut être ultra patient. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Quand tu commences à te lancer, notamment en personal branding sur les réseaux sociaux, il faut compter, plusieurs années avant d'avoir un vrai retour sur investissement, efficace et un business qui tient c'est comme là-dessus. l'entrepreneuriat aussi. C'est pas souvent en 6 mois qu'on fait le coup du siècle, ou en tout cas, on le fait souvent mal si c'est cet objectif-là. Mais c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et 40 ans plus pour avoir voilà, des fondations solides et quelque chose de vraiment sain et pérenne, quoi. Ouais, il y a pas d'overnight success comme disent les Américains, ça se fait pas en un claquement de doigts ou au cours d'une nuit et puis, surtout moi je considère que si tu veux construire solide, ça se fait par étapes et sur lesquelles il faut capitaliser donc évidemment, les premières étapes, elles sont petites. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Au départ, il fait des petits pas et puis il se casse la figure et puis ensuite il fait des plus grands pas, il est plus stable sur ses appuis et cetera et plus ça va, plus c'est solide. Et je tiens à dire aussi que évidemment, au départ, tu fais forcément des erreurs et il vaut mieux faire des petites erreurs avec une en face d'une petite audience que de faire des grosses erreurs ou en tout cas des petites erreurs, mais face à une énorme audience qui du coup deviennent des grosses erreurs. Donc, j'ai envie de dire pour tous ceux qui commencent et qui, sont complexés parce qu'ils ont pas des grosses, audiences, ben, c'est OK de pas avoir des grosses audiences et d'ailleurs, si vous le faites comme un cheval de Troie commercial, votre objectif c'est pas d'avoir des grosses audiences, votre objectif c'est de toucher vos clients et donc c'est pas forcément des volumes qui sont énormes. Et puis ensuite, c'est un gros travail sur, ce qu'on appelle la street cred. Donc votre crédibilité et le fait de vous faire connaître, en douceur et ça peut pas se faire, d'une manière, violente ou agressive ou trop importante parce que derrière, il faut savoir gérer ça et ça prend du temps et c'est pas toujours une évidence, pour tout le monde, quoi. Aujourd'hui, quelle est ta vision du podcasting en France? J'imagine que donc si tu t'y es intéressé depuis 2015 et peut-être même avant, aux États-Unis, moi aussi, hein, j'ai commencé à en écouter en 2015 et j'ai lancé le premier en 2017. Quelle est l'évolution que tu vois? Quelles sont les, voilà, les avancées ou ton retour et ta vision du marché de cet écosystème?
Alors, il y a un truc qui est cyclique parce qu'en fait, les podcasts, ça existait bien avant 2015. En fait, au début des années 2000, c'était hyper trendy et puis ensuite, ça s'est un peu cassé la figure, entre, 2007-2008 pour repartir en force, au début, on va dire, autour de 2015-2016 et puis maintenant, c'est extrêmement fort. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette courbe d'adoption et on voit que les plus gros podcasteurs aujourd'hui, c'est pas des podcasteurs qui ont commencé hier. C'est des podcasteurs qui sont, dans le cet univers, depuis très longtemps, depuis, parfois, plus d'une décennie. Ce que je vois aussi, c'est que la fréquence de publication, elle est très importante. Plus on publie de manière régulière, plus on construit son audience de manière solide et quand on voit aussi les taux d'adoption, des podcasts, dans des populations comme les Américains, où on a quand même plus de 25% des Américains qui consomment plus de 3 heures de podcast par semaine, ou qu'en France, on a aussi, des gros taux d'adoption avec une régularité de la consommation de podcasts qui est énorme, forcément, on n'est pas sur un espèce de signal faible ou une sorte de tendance qui va passer tout de suite. Je pense que c'est un outil de communication, un canal de communication comme un autre qui s'installe, qui prend sa place et qui va durer, assez longtemps. Pour faire une petite, analogie, j'ai fait une école de commerce en rentrant de mon tour du monde en parallèle de la création de ma première société. Et à l'époque, donc on était en 2008, j'avais fait mon mémoire sur la montée du ludique dans notre société et comment les destinations touristiques et les marques de sport pouvaient mieux se mettre en marché grâce aux réseaux sociaux. Et à l'époque, mon prof, d'école de commerce, l'ESCP pour ne pas la citer, m'avait dit: «Oui, mais vous savez, Armelle, les réseaux sociaux, c'est une phase, ça va passer». Bon, ben, on est en 2023, je sais pas pour toi, mais moi je trouve que la phase, elle dure furieusement longtemps et comme par hasard, il y a d'autres réseaux qui arrivent, qui existaient absolument pas, en 2008-2009 quand j'ai fait mon école de commerce. Donc, les podcasts, c'est pareil, ça avait l'air d'être une phase au début et puis il y a eu une courbe d'adoption qui a eu une chute et puis ensuite qui est repartie à la hausse et qui, à mon avis, va s'installer comme un média qui est solide et important dans nos En vies. tout cas, pour moi, c'est très, très important. C'est sûr, je suis à 3 heures par jour moi de contenu audio. Bon, c'est mon métier. Super. Quel est l'avenir, d'Outdoor Minds? Est-ce que vous allez toujours continuer en saison? La saison 4 est déjà, en cours de préparation, d'enregistrement ou déjà toute prête, peut-être? Absolument. En fait, en ce moment, on travaille sur la saison 4 et la saison 5 en même temps. La saison 4, elle va être consacrée aux enjeux de finance et comment on finance les entreprises, mais aussi les collectivités, et les territoires, hein, pour développer, de l'activité et la saison 5, elle est, consacrée aux pionniers et en fait, pourquoi on fait, un peu à titre exceptionnel la 4 et la 5 en même temps? Eh bien, parce qu'on a certains pionniers qui ont plus de 100 ans et en fait, il y a une forme d'urgence, à les attraper, avant qu'ils n'aillent vers un autre monde et vers d'autres aventures. Voilà, on a eu un peu quelque part une opportunité de toucher ces gens-là et on s'est dit qu'on voulait pas la rater et en même temps, on avait déjà commencé à travailler sur la saison 4 donc on s'est dit: «Bah, c'est pas grave, on est folles, on y va, on fait les 2 en même temps» et on fera des diffusions évidemment, un peu plus tard de cette saison 5. Donc voilà, on travaille les 2 en même temps, ce qui, en fait, en termes d'efficacité ou d'efficience, est, très intéressant parce qu'évidemment quand je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'invite pas les gens, comme ça à la petite, enfin, au milieu de nulle part. C'est-à-dire que je vais me faire des batchs et pendant, 1 heure et demie, 2 heures, je vais envoyer des mails, à toutes les personnes que je veux inviter et donc du coup, je peux utiliser certains morceaux de texte que je vais copier-coller, puis j'ai toujours une partie qui est très personnalisée. Pareil quand je fais des relances téléphoniques si j'ai besoin d'en faire et idem sur les enregistrements, je disais que je faisais des batchs aussi et donc du coup, on est beaucoup plus efficace avec Ariane en fonctionnant comme ça, plutôt qu'en enregistrant, 1 fois par semaine, 1 heure et puis 1 fois par semaine, j'envoie un mail, voilà, donc ça nous donne de la lisibilité, le fait d'avoir ces batchs, de savoir comment on va organiser les épisodes et quand on a 4-5 épisodes, en fait,
on commence à voir se dessiner la saison et du coup, on va éventuellement, changer l'ordre, pour créer plus de sens, plus d'harmonie, de cohésion, entre les différents invités et faire en sorte que ça fasse un ensemble qui soit plus consistant, plus solide. Donc voilà comment on procède et pour les 2 saisons, qui arrivent et bien, ça nous donne aussi beaucoup de sérénité de savoir qu'on va avoir, comme ça 40 épisodes quasiment qui vont être, posés et facilement, Bien. diffusables. Quels seraient les besoins pour, faire perdurer, longtemps, durablement, cette aventure? Je pense que, bon, la première chose, c'est de pas perdre la flamme. C'est-à-dire que je crois que si, tu perds la flamme dans tes enregistrements, ça se sent. Quand tu es moins motivé, ça se sent tout de suite et donc la première chose, c'est de bien garder la flamme. La deuxième chose pour nous, je pense que ce serait de prendre un ingé son, quelqu'un qui puisse nous gérer cette dimension-là et qu'on ait plus à s'en occuper. Et puis alors dans le fin du fin, ce serait qu'on arrive à avoir quelqu'un pour nous assister sur la partie logistique et qu'on ait plus qu'à venir et à finalement n'avoir plus que la partie plaisante qui est, l'animation du podcast. Pour moi, la préparation aussi Oui, du podcast est un moment que j'aime beaucoup parce que, ça me permet d'aller, fouiller un peu sur, la vie des personnes que j'interviewe et du coup avoir des questions qui sont plus fines, qui permettent à l'invité d'aller plus loin, de dévoiler aussi, plus en confiance. Et ça, c'est toujours, ce travail de recherche est toujours, intéressant. Donc, voilà, avoir des gens pour nous assister, je pense que ce serait génial. fantastique. Ben, on en reparle alors. Merci beaucoup Armelle, pour, ce partage. On n'avait pas encore fait, de Merci Gaëlle. sur cette thématique, de sport outdoor, et je trouve ça très, très riche. J'ai pris beaucoup de plaisir moi à écouter, un épisode sur, Pictures alors que je les connais très, très bien. Dans une autre vie antérieure, j'avais fait, participer, à leur chantier, du siège social en Auvergne et c'est toujours très intéressant, même si on connaît les personnes, d'avoir un autre regard, un autre, son de cloche, on va dire, quelques années après ou avant. C'est super, intéressant d'avoir cette trace, hem et et tiens, si je rebondis parce que, tu parlais des pionniers. Moi, j'ai eu la chance de recevoir, en cadeau, la première semaine du confinement, un enregistrement de ma grand-mère qui nous avait quittés et qui avait enregistré 20 ans avant 1 heure d'interview. La famille ne on n'était pas au courant de cette, de son existence et aujourd'hui, il est sur Aventure Humaine, on l'a partagé, on l'a publié parce que c'était un moment, vraiment, magique. Donc vous avez raison, de tendre les micros à nos aînés qui sont bien expérimentés. Oui, oui, c'est important et c'est marrant parce qu'en préparant, l'interview justement, d'une dame qui a 101 ans, aujourd'hui, je me disais, «Ah, c'est formidable» parce qu'en fait, j'ai aussi Waouh! interviewé sa petite-fille, pendant la saison 2 et il me reste plus que finalement à interviewer soit, le fils et père de, ou, la mère éventuellement, pour avoir 3 générations sur un podcast. Je trouverais ça merveilleux, d'autant plus que les parents ont aussi des vies, d'aventuriers, phénoménales et ils auraient tout à fait leur place aussi et je trouve que c'est joli aussi ces histoires où finalement, tu as une famille entière sur différents épisodes de podcast, c'est très chouette. Pour revenir à Julien Durand de Picture, c'était une très chouette interview, d'autant plus que, j'interviewe Julien tous les 5 ans depuis la création de son entreprise et donc c'est intéressant pour moi. Alors avant, c'était des interviews écrites, mais c'est intéressant de voir ce qui reste, ce qui était là déjà il y a 15 ans et puis, ce qui évolue, comment sur certaines choses, il va se patiner ou sur d'autres, il va être, plus exigeant et cetera. Donc c'est vraiment, chouette, de vivre cette aventure-là, tous les 5 ans avec lui, pour constater ces évolutions et je pense que ça se sent dans l'épisode, parce qu'on a une cohésion tous les 2, une sorte de vibration tous les 2 Ah ouais, qui la fonctionne bien. complicité, les émotions, les connexions s'entendent évidemment, dans la voix.
Un grand merci Armel, j'invite, tout le monde à aller voir les notes, en description pour, vous écouter et puis aller voir un peu plus, en profondeur si besoin, vos aventures, tes aventures qui sont multiples, multiples casquettes. Sur LinkedIn, on aura compris, on peut, heu, ra rapidement, en tout cas, t'envoyer un petit message et prendre contact avec toi. Merci beaucoup et puis, ben, bel été. Merci Gaëlle, à très bientôt.